Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Ça nous fait un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. D'abord, on vous souhaite une très belle année de santé, mais aussi de réussite. Et c'est justement de réussite dont on va parler aujourd'hui avec deux invités, deux chefs d'entreprise qui vont nous parler de l'alchimie et de la réussite. Pourquoi ça marche une entreprise? Et nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Faure de Veracash. Bonjour Jean-François. Bonjour Kirill. Et Didier Arinaud de ProTourisme. Bonjour Didier. Bonjour Kirill. Ça me fait un immense plaisir de vous accueillir sur notre plateau aujourd'hui. Alors on va parler justement de vos entreprises déjà, pour vous présenter. Alors je vais commencer par toi Didier. ProTourisme, qu'est-ce que c'est? ProTourisme, c'est un cabinet conseil dans le secteur du tourisme et on conseille les collectivités, mais aussi les groupes privés pour à la fois la création d'équipements. On est notamment à l'origine de l'étude de faisabilité et de marché de la Cité du Vin, par exemple. Ça peut être aussi des études macro sur un nouveau modèle de développement des stations. Et puis on est connu du grand public plutôt par les interventions médiatiques. On nous interroge sur les vacances des Français, où partent-ils, quels sont les budgets. En fait, tout ce qui est du domaine des tendances. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on voulait, c'est être un petit peu un vecteur de tendance dans le secteur du tourisme avec une vision à 360 degrés du secteur. Comment ça a évolué, ProTourisme? Pourquoi cette réussite? C'est quoi les atouts qu'on fait? Au moment où on dit tiens, ça marche. Alors la réussite, je ne sais pas si c'est une véritable réussite, mais en tout cas, la question, c'était comment exister face à des mastodontes que sont nos concurrents, les Ernst & Young, les MKG, les KPMG. Et donc nous, on s'est posé la question de que manquerait-il au marché si nous n'étions pas là. Et je crois que toute entreprise doit se poser la question, c'est quoi mon apport par rapport au marché? On peut aller même encore plus loin aujourd'hui. C'est, je crois, quel est notre apport par rapport à la société? Qu'apporte-t-on justement dans le sens de l'intérêt général? Et c'est ce qui nous a animés. On n'a pas été animés par le profit, par le gain. On a été animés d'abord par le plaisir, par la découverte et puis par le partage. Et on le retrouve d'ailleurs au sein de nos équipes, puisque nous avons 6 bureaux en France et ça suppose une grande autonomie, une grande souplesse parce que nous sommes petits et comme toutes les structures petites, on a le devoir de nous adapter rapidement et de faire du sur-mesure. Jean-François, Veracash, la nouvelle monnaie, la monnaie du futur? Écoute, la monnaie du futur, j'espère. Il faut surtout remonter peut-être à l'origine de notre métier. Avant Veracash, notre métier, c'est avant tout de conserver des métaux précieux pour le compte de nos clients. Nos clients qui sont avant tout des particuliers. Alors aussi, on a quelques entreprises. Et leur problématique, c'est, OK, on détient pour eux des métaux précieux, mais qui sont conservés dans des coffres forts, donc des choses qui sont très sécurisées et sur lesquelles tu as difficilement la main quand toi-même tu en es client. Donc l'idée de Veracash, c'était de leur permettre en fait de digitaliser de la manière la plus poussée possible les transactions autour de ces métaux précieux. Et en fait, l'exemple type de l'usage de Veracash, c'est d'employer par exemple une Mastercard qui va te permettre de payer une quelconque transaction dans le monde entier, donc soit en vacances ou dans le cadre d'un déplacement professionnel, ou bien d'utiliser une application wallet qui ressemble un petit peu à celle de PayPal ou des néobanques et qui va te permettre d'envoyer de la valeur à une autre personne. Et donc sur le coup, sans être une néobanque, on y ressemble très fortement. Et sur le coup, la monnaie sur laquelle on s'adosse, qui n'en est pas totalement une en fait, c'est l'or ou les métaux précieux au sens large. Et en fait, ce que cherchaient nos clients par le biais de ce genre de service, c'était finalement de se sécuriser, parce que l'or, c'est globalement sécure depuis à peu près 5-6 000 ans, donc on a tous une culture sur le sujet, de se sécuriser et aussi de le rendre liquide, comme si c'était de l'euro, du dollar, ou même pour les usages les plus récents, une crypto-monnaie. Vous êtes indépendant? Oui, clairement. Complètement indépendant? Totalement indépendant, et on l'assume. Je suis particulier, je vais ouvrir un compte, moi, par exemple, chez toi. Donc, je vais acheter de l'or, en fait, en finale, et me servir de cette monnaie comme banque. Enfin, Veracash devient ma banque, en quelque sorte. D'une certaine manière, oui. Comment je fais? De manière très simple, tu télécharges l'application Veracash, tu rentres tout simplement ton adresse email, quelques informations qu'on te demande pour s'assurer que tu es bien une véritable personne et non pas autre chose. Et après, très rapidement, tu vas recevoir ta carte de paiement et tu vas pouvoir commencer à faire des dépôts en euros pour l'instant. Puis j'espère dans quelques mois dans d'autres devises et que l'on transforme des réceptions en or. Et comme ça, tu commences à te constituer une forme de petite épargne, mais cette épargne, elle devient liquide à tout instant. Et le petit jeu, c'est d'observer quand tu te retrouves en plus-value. Donc globalement, quand ta monnaie devient forte, et ça va être le moment où tu vas plutôt l'utiliser, parce que finalement, à choisir entre payer une facture
ou je sais pas, un restaurant 100 €, si tu le payes avec une monnaie à ce moment-là qui est plus forte, donc qui serait donc ton verre à cash, et bien peut-être que cette facture, au lieu d'être à 100 €, elle serait à l'équivalent de 95. Donc il y a ce petit jeu qui est c'est plutôt ludique. Et ça amuse aussi nos clients d'être dans une forme de club, de se sentir un petit peu privilégiés. C'est leur monnaie. Et ils vont en jouer entre eux, se sentir un petit peu comme ça dans un club, leur univers, dans une forme de club. Oui, oui, tout à fait. Alors, la réussite de cette société. Aujourd'hui, vous êtes combien de salariés? Alors sur Veracash, ils sont une dizaine de salariés, et la maison mère qui anime un petit peu tout ça, qui est ocoff.com, on est une grosse vingtaine. Et ça fait un chiffre d'affaires de combien? 70 millions d'euros sur 2019, et on a battu notre record cette année. D'accord. Comment tu as senti que ça allait marcher? En fait, de manière très égoïste, c'est qu'à la base, moi, je cherchais ce genre d'outils et d'instruments. Et alors, pour remonter encore plus loin, il y a un peu plus de 10 ans, même 12 ans, je souhaitais sécuriser mon entreprise de l'époque, qui était une agence de traduction, sur les effets d'une éventuelle crise. On était en 2006-2007. Je me dis, s'il y a une crise, mon agence de traduction va être sacrément impactée. Donc, j'ai voulu acheter de l'or. Et là, je me suis confronté à un mur. Tout simplement parce que les banques n'en vendaient plus, ou bien d'incompétence par rapport à certains autres formes d'alternatives qui, pour moi, ne fonctionnaient pas ou ne correspondaient pas aux attentes de quelqu'un qui est digital, qui est sur le web. Et les seules alternatives qu'on avait étaient plutôt pas mal, mais plutôt anglo-saxonnes, et ne correspondaient pas pleinement aux attentes des Français. Donc il a fallu modéliser quelque chose, donc c'est comme ça que ocoff.com est apparu, mais plutôt sur une population 50-60. Et donc après, très rapidement, je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose d'encore plus simple, qui puisse s'adresser à une population encore plus jeune, un peu plus féminine. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer l'équivalent de Veracash devant mon frigo, en me disant bah tiens, il faut que je puisse remplir ce frigo avec de l'or. Comment on fait? C'est tout bête, hein. On va pas placer Napoléon sur le comptoir, parce que je pense qu'il y aura un problème avec la caissière. Donc l'idée, c'était de pouvoir utiliser au début une carte de paiement, donc une Mastercard tout simple, et après on a évolué vers le wallet qui là, sur le coup, donne une facilité qui ressemble à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les néobanques. Didier, comment tu as senti que ça allait marcher? Tout simplement, je n'ai pas senti que ça allait marcher. C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est de se dire que peut-être que demain, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est ce qui stimule. Et je crois que, justement, il n'y a aucune certitude dans tous les secteurs d'activité. Mais en tout cas, il y a quelques peut-être règles de base. C'est l'innovation. Là, on le voit bien. C'est apporter un véritable plus. Et puis, on sent l'amusement quand même dans la création. Et donc, le fait de s'amuser, comme d'ailleurs certainement pour ton activité, à un moment donné, il faut aussi prendre du plaisir. C'est ça. Partager. Puis il ne faut pas oublier que ce qui fait la réussite des entreprises, ce sont les femmes et les hommes. Et qu'aujourd'hui, il y a une génération qui a besoin de donner du sens à sa vie, qui a besoin d'avoir des perspectives, de la nouveauté. Et que je crois que la réussite, certainement, c'est de penser à demain et de jamais être satisfait de ce que l'on a, avec la volonté toujours d'avancer et de découvrir de nouvelles activités. Alors vous avez un point commun, c'est l'enthousiasme. Ça c'est clair. Et vous avez aussi un point commun, c'est que ce n'est pas l'argent qui vous fait avancer. Clairement, moi je te rejoins totalement là-dessus. Si on n'arrive pas à incarner une certaine forme de valeur qui est vraiment inhérente à ce que l'on est à la base, et qu'on n'arrive pas à engager autour de nous des équipes qui seront sincèrement motivées, on aurait loupé le coche, quoi. Et c'est ce qui fait la force de ce genre d'entreprise, et donc clairement la tienne tant que la mienne, qui nous permettent de manière très détendue justement de parler de ce que l'on fait, de jamais se sentir dans une forme de posture où on serait un peu en porte-à-faux par rapport à notre discours. Moi, à la base, je ne suis pas nécessairement un grand verbeux, et pourtant, je m'anime plutôt assez facilement parce que je parle de choses qui m'engagent assez profondément, quoi. Et donc, je pense que, pareil, nos équipes nous suivent là-dessus, nos utilisateurs, alors nous, chez nous, on les appelle des membres. Donc, pour te dire, tu vois, le niveau d'engagement, certains sont même actionnaires des différentes sociétés. Et ça, on le fait naturellement. Couramment, ouais. Tu vois, c'est très, très naturel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous regardent, par exemple, sur justement cette clé de la réussite? Qu'est-ce un petit secret qu'on peut leur donner? C'est quoi la base? Alors, le petit secret, donc, déjà d'incarner toi-même à 300% ce que tu as envie de développer, ne jamais lâcher, parce qu'on est globalement agressé chaque minute qui passe par un quelconque antagonisme. Donc là, il faut pouvoir tenir, et là, on va puiser là où on peut cette énergie, que ce soit justement dans ses collaborateurs, dans sa famille, dans les clients avec lesquels ça a marché. Donc on s'accroche à tout, quoi. Et c'est ça qui est vraiment important. Et puis aussi savoir œuvrer pour son indépendance.
et pas aller vers des fois certaines solutions de facilité qui sont des fois une forme de pacte avec le diable. Tu parles d'actionnaires, par exemple, qui viennent... Ça peut être ça. Chacun doit identifier quel est le diable de son univers. Peut-être que moi, dans mon univers, le diable, c'est les banques, par exemple. Donc une fois que tu as fait le constat que tu ne peux pas travailler avec eux, il faut essayer d'éviter d'aller vers une solution de facilité et de te pervertir. Parce que, et moi, je le sais aujourd'hui, si on se faisait racheter par une banque ou s'ils rentraient dans l'actionnariat, je sais qu'il y a peut-être un tiers de nos clients qui partiraient parce qu'ils considéraient qu'on les a trahis. Tu vois, donc cet engagement aussi vis-à-vis du client doit aussi te forcer à te contraindre carrément, à te fermer certaines portes, mais des portes peut-être morales, quoi. C'est la philosophie de la boîte, quoi. Ouais, clairement. Enfin, chez nous, c'est comme ça qu'on est animé. Mais je crois qu'il y a un vrai défi aussi, c'est de pouvoir travailler dans nos territoires et d'éviter une concentration des richesses, des savoir-faire sur Paris notamment. Et le grand défi, aujourd'hui les métropoles ont pris une place tout à fait considérable. Et donc le défi, c'est aussi comment on arrive à développer, en tout cas dans le secteur du tourisme, les zones les moins attractives aujourd'hui, notamment tout ce qui est lié au rural, tout ce qui est lié aux destinations moins emblématiques du tourisme français. Et ça, c'est un vrai défi. Et puis... Et ça, c'est, je crois, une grande chance que nous avons, c'est que quand on est dans le plaisir, dans les mythes, c'est le cas de l'or, hein, il y a un côté un peu mythique. Et le tourisme, c'est à la fois du plaisir, mais c'est aussi de l'imaginaire. C'est une confrontation au territoire, à la culture, au savoir-faire. Et je crois que tout ça, ce sont des valeurs porteuses dans les 20 ans qui viennent. L'or vert et l'or. Exactement. Merci à tous les deux. De l'émotion. De l'émotion. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau. La prochaine émission sera consacrée aux femmes. Nous recevrons sur notre plateau Valentine Bardinet, qui elle est cofondatrice du salon professionnel. C'est un salon qui se déroule à Bordeaux du 6 au 7 février à la mairie de Bordeaux. Voilà, donc ce sera la prochaine émission. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à vous deux et à bientôt sur Bordeaux TV.